L'enfant, écrit par Jules Vallès, lu par Équilivre, livre audio. Chapitre 14. Voyage au pays. Suite. Le temps est superbe, et je descends des 9 heures en ville, libre, et craquant du bonheur d'être libre. Je me sens gai, je me sens fort. Je marche en battant la terre de mes talons, et en avalant des yeux tout ce qui passe la nuit dans le ciel. Le soldat dans la rue. Je rôde à travers le marché, je longe la mairie, je vais au breuil flâner, les mains derrière le dos, en chassant quelques cailloux du bout de mon soulier, comme le receveur particulier qui marche devant moi et que j'imite un peu. Il n'y a pas de devoir, pas de pensum, ni père ni mère, personne, rien. Il y a le tambour de ville qui s'arrête au coin du carrefour et amasse les gens. Il y a les officiers à épaulettes d'or que je frôle. J'ai le droit d'aller à tous les rassemblements. Je me fais cirer mes souliers tous les matins par moustache. Ah, mais il m'a fallu seulement 1 mois de vacances avec la vache à conduire, les courses dans les champs, les promenades seules, pour m'ouvrir les idées et le cœur. Nous allons le soir au café. On est 3 ou 4 anciens camarades. On joue sa demi-tasse, son petit verre. Et l'on fait brûler son eau-de-vie, cette fumée, cette odeur d'alcool, le bruit des billes, le saut des bouchons, les gros rires, tout cela double mes sens, et il me semble qu'il m'est poussé des moustaches, et que je soulèverai le billard. On va, en sortant au fer à cheval, faire un tour, comme des rentiers. On s'arrête en rond au moment intéressant. Je marche quelquefois à reculons devant la bande. Puis là, je reprends le dessus. C'est toi qui l'es. Sauterais-tu ce banc à pieds joints? Lèverais-tu cette pierre à bras tendus? Je parie que je renverse Michelon. Je ne sais si je suis le plus fort, mais on le croit tant j'y mets de volonté. J'aurais préféré vomir le sang par la bouche que lâcher la pierre ou demander grâce à Michelon. Je suis mon maître, je fais ce que je veux, et même je suis un peu le chef, celui qu'on écoute, et qui a dit l'autre jour, quand un voyou nous a jeté une pierre, « Ne bougez pas, vous autres ». J'ai attrapé le voyou, et je l'ai ramené en le tenant par la ceinture, et en le calotant jusque devant la bande. Demande pardon. Il était plus grand que moi. Nous avons fait une partie de bateau. Personne ne s'est ramé, et nous avons failli nous noyer 10 fois. Ah, nous nous sommes bien amusés. On m'avait voulu nommer capitaine. Des blagues. Nommer Michelon, moi je me couche. Je me suis étendu dans le bateau, regardant le soleil qui me faisait cligner les yeux et trempant mes mains dans l'eau bleue. Un oncle de je ne sais quelle branche court après moi dans le marteau-ré et ne prend que le temps d'aller avertir mademoiselle Ballandreau qu'il m'emmène dans sa carriole voir sa famille. Il me renverra après-demain. Filons, mon neveu, hue la grise. C'est moi qui tiens les rênes, en passant dans le faubourg. J'envoie de temps en temps un coup de fouet inutile, et j'ai l'air de jurer en frappant avec le manche. Ah, carcan! Nous nous arrêtons au cheval blanc, pour le picotin à la grise. Je saute de la carriole comme un clown, et je donne un clic-clac en l'air, comme un maquignon. L'oncle de je ne sais quelle branche est fier comme tout. C'est mon neveu, dit-il à tout le monde dans l'hôtel. Nous dînons les coudes sur la table. Il me raconte, tout en mangeant des œufs au vin, puis des œufs au lard, pour finir par une salade aux œufs durs, il me raconte l'histoire de sa branche. Il a épousé ci, ça, il est issu de Germain, etc. Tu verras tes cousines, elles sont jolies. Oui, elles le sont. Et comme elles ont l'air délurées matin. C'est moi qui suis la fille. Je redeviens gauche. Je me sens bête. Elles parlent très bien français pour des paysannes. Elles ont été à l'école au bourg voisin. Un verre de vin, me disent-elles? Oui, un verre de vin. Je n'en accepte que pour trinquer dans les cabarets ou dans des auberges, parce que c'est gai les verres qui se choquent. Comme je ne prends de cognac que pour faire des brûlots, c'est joli les flammes bleues. Mais ma foi, je me trouve dépassée tout d'un coup par ces cousines à l'air hardi, à la voix tintante, et je vais boire du bleu et du courage. À votre santé, font-elles après avoir versé une toute petite goutte au fond de leur verre.
Elles ont rempli le mien jusqu'au bord. Je crois que je suis un peu gris. Gare à vous, cousine. C'est qu'en effet, j'ai un toupet du diable, une audace d'enfer. Elles ont voulu me faire voir le verger. Va pour le verger. Et j'y entre en sautant par-dessus la barrière à pieds joints. Voilà comme je suis, moi. Mes cousines me regardent ébahies. Je ris en revenant à elles pour leur tendre la main et les aider à enjamber. Une, deux, voyons. Elles poussent de petits cris et me retombent dans les bras en mettant pied à terre. Elles s'appuient et s'accrochent et nous allons dégringoler. Nous dégringolons, ma foi. On perd tous l'équilibre et nous tombons sur le gazon. Elles ont des jarretières bleues. Comme il fait beau, un soleil d'or. De larges gouttes de sueur me tombent des tempes. Et elles ont aussi des perles qui roulent sur leurs joues roses. Le bourdonnement des abeilles qui ronflent autour des ruches, derrière ces groseilliers, met une musique monotone dans l'air. Qu'est-ce que vous faites donc là-bas crie une voix du seuil de la maison. Ce que nous faisons, nous sommes heureux, heureux comme je ne l'ai jamais été, comme je ne le serai jamais. J'enfonce jusqu'aux chevilles dans les fleurs, et je viens d'embrasser deux joues qui sentent la fraise. Il faut rentrer, on nous appelle. Nous revenons comme des gens sages, et ces demoiselles m'ont pris chacune par un bras. Elles s'appuient un peu, en croisant les mains et me secouant le coude, chaque fois qu'elles veulent m'apprendre quelque chose ou me demander ce que je sais. On me gronde déjà, remarquez. On prétend que je ne réponds pas ou que je réponds mal. On ne me dira plus rien si je me moque comme ça. Voulez-vous bien? On me donne des tapes, on me fait des reproches. C'est que j'ai adopté un système pour être à l'aise. Je les embrasse quand elles me posent une question que je trouve trop difficile. Ah, que j'ai bien fait de boire du vin. Elles veulent me rouler. Vous savez la géographie? Pas trop. Vous savez bien quel est le chef-lieu de... Je l'ignore absolument, et pour m'en tirer, j'embrasse, j'en perds mon assurance, malgré le verre de gros bleu. Et si elle ne faisait pas des petites mines pour se cacher, elle me verrait rougir comme une pivoine. Nous arrivons à table, il est midi. Les sabots des garçons de ferme battent l'heure du dîner dans la cour, et tout le monde rentre, même les poules qui viennent attendre leur grain et se pressent contre la porte. Un poussin estropié se dépêche en tirant la patte. Les abords de la maison sont vides. Je vois dans les champs les charrues s'arrêter et les laboureurs s'asseoir pour manger la soupe que vient d'apporter la servante dans son tablier vert. C'est le grand calme de midi et son grand silence. À notre table, on a servi le dîner à part pour le neveu. Il y a une nappe blanche, des fruits dressés dans des soucoupes et une branche d'églantier qui est là toute frissonnante dans l'eau, fraîche comme un panache vert avec des grelots rouges. Il vient je ne sais quelle odeur de sureau. Ah, j'ai le cœur qui s'en va, tant cette odeur est douce. Après le dîner, si nous partions faire un tour en carriole avec notre cousin. La Grise est trop fatiguée, dit le père. C'est vrai, où irons-nous alors? J'offre d'aller du côté des sureaux, et nous voilà, au bout d'un moment, occupés à vider la moelle de ces sureaux et à faire des sifflets luisants comme des cuivres. La cousine Marguerite se coupe le doigt et laisse tomber de grosses gouttes de sang sur le blanc des feuilles. On arrache une herbe pour la panser, et l'on va loin des vilains arbres qui sont la cause qu'on s'est coupé. On va vers la mare, où les canards barbotent. On va dans la grange, où les fléaux s'arrêtent quand les demoiselles et le cousin entrent. Puis ils repartent, décrivant un grand cercle, et battent en mesure les gerbes sur le plancher sonore. J'en attrape un pour essayer. Je sens tourner le bâton qui part comme une fronde, et qui revient comme un marteau, qui prend de l'air et fait du vent. S'il touchait une tête, il la casserait comme du verre. Au fond du clos, il y a un trou plein d'eau et de branches mortes, avec de petites grenouilles vertes qui luisent au soleil. Je fais une ligne avec un bâton que je ramasse à terre, un bout de ficelle que je trouve dans mes poches et une épingle que fournit Marguerite. Sa sœur donne un morceau de ruban écarlate, et la pêche commence. Quel cri quand la première rainette mord! Mais il faut l'arracher de l'hameçon. Personne n'ose. La grenouille s'échappe, et les jeunes filles s'enfuient. Je les suis. Nous passons une journée délicieuse, à battre les champs, à entrer jusqu'aux genoux dans la rivière.
Je cours après elle en sautant sur les pierres que polit le courant. À un moment, le pied me glisse et je tombe dans l'eau. Je sors ruisselant et je m'en vais, le pantalon tout collé et pesant, m'étendre au soleil. Je fume comme une soupe. Si nous le tordions, dit une cousine, en faisant un geste de lessive. Elles vont de leur côté, derrière une pierre qui les cache mal, ôter leurs bas. Elles ont les jambes trempées, quoi qu'elles en disent, et si blanches. Enfin nous voilà séchés, et nous repartons joyeux. Nous avons les yeux clairs, la peau brillante, nous prenons des chemins bordés de mûres, et pleins de petites prunes violettes qui sont aigres comme du vinaigre, et que nous mangeons à poignées. J'avale les noyaux pour faire l'homme. On se fâche, on se perd, mais on se retrouve toujours bras dessus, bras dessous, raccommodé et curieux, moi racontant ce que je fais à Saint-Étienne, les farces de collège, elle disant des gaietés de pension, ceci, cela, et finissant par crier « Laquelle aimez-vous le mieux de nous deux ?»« Laquelle aimes-tu le mieux ?» dit carrément Marguerite, qui jette le vous par-dessus les moulins et se plante devant moi. Ne sachant que répondre, je les embrasse toutes deux. On me fouette la figure avec une fleur et l'on s'écarte pour me bombarder de prunes violettes. Le soir nous trouve un peu lasses, et nous causons sur la pierre usée devant la maison, comme de petits vieux à la porte d'une auberge. Ah, c'est Marguerite que je préfère décidément. Elle me prend la main toujours à la fin de ses phrases. Elle me dit, ébouriffant ma crinière de ses doigts, « Rejette donc tes cheveux en arrière, tu n'es pas beau comme ça. » On me conduit à ma chambre, qui est près du grenier. Le grenier où l'on a, l'hiver dernier, pendu les raisins, entassé les pommes avec des bouquets de fenouil et des touffes sèches de lavande. Il en est resté une odeur, et je laisse la porte ouverte pour qu'elle entre chez moi. Encore un chez moi d'un soir. Je me mets à la fenêtre et regarde au loin s'éteindre les hameaux. Un rossignol froufroute dans un tas de fagots et se met à chanter. Il y a le coucou qui fait ou dans les arbres du grand bois, et les grenouilles qui font quoi dans les herbages du marais. J'écoute et finis par ne rien entendre. Le coq me réveille en sursaut. Je m'étais endormie, le front dans mes mains, et je me déshabille avec un frisson, pour dormir d'un sommeil sans rêve, étourdi de parfum, écrasé de bonheur. 2 jours comme cela, avec des disputes et des raccommodailles près des buissons, dans les fleurs, dans le foin, le grand jeu du fléau, le chant doux des rivières et l'odeur du sureau. Il faut partir. Tu m'écriras, soupire Marguerite, me disant adieu. Tiens, tu garderas ce petit bouquet comme souvenir. Bonsoir. Elle me donne son front à embrasser, rien que son front. Ces 2 jours-ci, elle se laissait embrasser sur les lèvres. Elle a l'air toute sérieuse, et je la vois de loin, debout, qui agite son mouchoir, comme font les châtelaines dans les livres, quand leur fiancé s'en va. Je tâte le bouquet qu'elle a fourré dans ma poitrine, et je me pique le doigt à ses épines. J'ai sucé ce doigt-là. Nous le retrouverons, ce bouquet, avec des larmes dans les fleurs sèches.